Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le Président du Grand Narbonne, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Bernard Ballester, Mesdames et Messieurs les élus du Grand Narbonne, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames, Messieurs, donc écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier concours de l'innovation qui va d'abord commencer par une conférence de Monsieur Clairvoy. Donc je disais tout à l'heure, mais Monsieur Clairvoy peut-être dira un petit mot de présentation sur son parcours, que le parcours de Monsieur Clairvoy est exemplaire et qu'en invitant des personnalités hors normes avec ce parcours-là, eh bien c'est l'occasion en quelque sorte de se nourrir d'autres visions, d'autres expériences, d'autres façons d'appréhender le monde, d'autres réflexions. Et ça nous intéresse au plus haut point en tant que décideurs, responsables, chefs d'entreprise, jeunes porteurs de projets, citoyens, et sur des thématiques qui sont importantes aujourd'hui, comme le management, la créativité, l'audace, savoir oser, la pédagogie de l'effort, de la persévérance, des problématiques qui sont importantes aujourd'hui quand on veut réussir, notamment dans le domaine de l'entreprise. Alors à l'issue de cette conférence pleine de talent, puisque j'ai eu l'occasion d'entendre tout à l'heure un petit extrait du propos de M. Clairvoy, on lancera aussi par le biais donc, de la pépinière d'entreprise Innoveum et donc par le biais donc, de Jean-Philippe Martinez, son directeur, avec les partenaires donc, qui sont notamment le Grand Narbonne, le premier concours de l'innovation qui a vocation en quelque sorte à attribuer de prix de 15 000 € à des entreprises, alors soit des jeunes entreprises innovantes, des start-up, soit des entreprises qui sont un peu plus installées dans le développement et qui sont en recherche de diversification et de moyens de financement. Donc, dès l'ouverture de ce concours, les entreprises pourront contacter les partenaires donc, de la pépinière d'entreprise Innoveum, donc avec le cabinet Interface, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers, puisque ce sont eux qui sont à l'œuvre à travers la délégation de services publics. Donc, pourront contacter ces partenaires-là pour, on va dire, déposer leur candidature. Et je crois que le dernier délai pour ce concours des entreprises innovantes, ce premier concours de l'innovation en Grande Narbonne, c'est le 30 avril 2015, donc ça laisse un peu de temps. Et après, à l'issue, donc, il y aura une analyse des candidatures par un jury indépendant, donc, pour essayer d'attribuer de la meilleure des façons et de la façon la plus juste ces deux prix de 15 000 €. Voilà, je laisse la parole à M. Clairvoy. Donc, on va l'écouter religieusement. Et après, je vous invite, bien entendu, à échanger le plus largement possible et à interroger M. Clairvoy. Merci, bonsoir à tous. Bon, au moins le micro marche bien. Alors, hop. Bon, bienvenue, bienvenue, c'est moi qui suis ravi d'être ici et je vous remercie de venir et je vais essayer de partager avec vous mon expérience du vol spatial et derrière raconter mon expérience. Je vais vous raconter ce qu'est être astronaute, vivre et travailler dans l'espace avec parfois je m'attarderai sur certaines slides, certaines images pour faire les parallèles et puis vous verrez les leçons que vous pouvez tirer et vous-même faire les parallèles avec vos activités diverses. Alors je vais peut-être deux choses. On va baisser la lumière devant pour que vous puissiez profiter au maximum du meilleur contraste puisque j'ai préparé une présentation qui est essentiellement basée sur des images et quelques clips vidéo. Il n'y a quasiment pas de texte. Et puis l'autre chose, c'est que le câble ayant un problème, on est en liaison Wi-Fi avec le projecteur. Malheureusement, ça saccade les vidéos que j'ai. Alors, sur la plupart des vidéos, c'est pas grave, mais j'ai une vidéo où on voit des scènes en apesanteur qui seront un peu saccadées, mais bon, c'est pas grave, les messages seront là. Hein. Donc, on peut peut-être éteindre, c'est là, c'est ça ? Oui. Alors, je ne sais pas comment retourner à l'image plein écran. C'est là.
Ce que je voudrais, c'est arriver au plein écran. Alors, le spécialiste va venir m'aider. Bon, ça va peut-être partir tout seul, là. En arrière. Cette image-là, c'est mon plus beau cadeau de Noël. Donc, c'est une photo que j'ai prise du télescope spatial Hubble, qui est le télescope dont certains d'entre vous ont probablement entendu parler, qui est conjoint entre la NASA et l'ESA. L'ESA, c'est mon employeur, l'Agence spatiale européenne. Et c'est un télescope qui c'est le premier télescope dans le domaine visible qui a été placé dans l'espace avec deux avantages principaux. Comme il n'est pas attaché à la Terre, on n'est pas obligé de fermer et d'ouvrir le capot, la porte régulièrement avec les passages jour-nuit. Et l'autre avantage, comme il est au-delà de l'atmosphère, il voit des choses que depuis le sol on ne voit pas parce que l'atmosphère les filtre. Et donc là, nous sommes le 25 décembre 1999. Voilà, il était en panne, grossièrement pointé vers le soleil pour maintenir les batteries chargées. Et on a remplacé 13 boîtiers, je vous montrerai un peu comment tout à l'heure. Et on le relâche dans l'espace. Le sol envoie des télécommandes, des contrôleurs au sol pour tester tout ce qu'on avait remplacé et conclut en nous disant le télescope marche très bien. C'est vraiment la satisfaction d'avoir réalisé, atteint l'objectif, quoi. Parce que ce télescope a révolutionné l'astronomie. Il a contribué à démontrer l'existence des trous noirs. Il a permis de mettre en évidence la loi de la relativité générale d'Einstein, mais je pense que un des apports les plus extraordinaires, c'est comme il est à l'extérieur, comme il n'est pas lié à la Terre, je vous disais tout à l'heure, on peut le laisser pointer vers un coin du ciel pendant plusieurs centaines d'heures d'affilée. Donc pour ceux qui font de la photographie, vous savez, quand on regarde un endroit qui est très sombre, il faut que l'exposition soit très longue pour qu'il y ait suffisamment de lumière qui rentre pour voir quelque chose. Et des endroits du ciel où on croyait qu'il n'y avait rien, en regardant depuis le sol, même avec des gros télescopes, eh bien, grâce à Hubble, on s'est aperçu qu'il y avait des choses à voir et ce qu'on voyait, c'était des galaxies. Et on s'est rendu compte que dans notre univers visible, il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies. C'est-à-dire de plusieurs ordres de grandeur plus grands que ce qu'on pensait auparavant. Et dans chaque galaxie, c'est de l'ordre de la centaine de milliards d'étoiles. Donc si on fait le calcul, ça fait 10 avec 22 zéros après. 10 000 milliards d'étoiles dans notre univers juste visible. Et autour des plus proches, on trouve des planètes. Donc ça change un peu toutes les idées qu'on avait sur l'existence possible de planètes comme la Terre ailleurs ou pas. Mais voilà, c'est un télescope fabuleux. Et si vous voulez vivre au plus près de ce que c'est être dans l'espace vous-même, allez voir le film tourné par mes collègues en 3D avec 2 caméras IMAX qui ont été embarquées dans l'espace. C'est le film le plus récent tourné en vrai par des vrais astronautes dans l'espace en format IMAX. Ça s'appelle Hubble 3D. Alors, je crois qu'il ne passe plus à Toulouse, mais une version courte de 32 minutes passe au Futuroscope. Et c'est du vrai, quoi. C'est une mission très, très similaire à la mienne. Sauf que quand eux sont allés là-bas, le télescope fonctionnait. Nous, le télescope était en panne. Donc, on avait vraiment un rôle de réparation. Alors, pour commencer, je vais vous faire écouter 2 petits discours. Ce sont des discours en anglais, mais il y a le terme en français à côté, de Kennedy quand il a lancé le programme Apollo, sans lequel je ne serais pas là pour vous parler. Et rien que de ce discours est déjà très instructif sur la volonté de vaincre quand on se donne un objectif très, très difficile et qu'il faut mobiliser toutes les bonnes volontés et toutes les compétences. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Donc vous voyez, deux raisons pour lancer le programme Apollo. On veut réaliser le programme le plus impressionnant. Ils veulent impressionner. C'est ce qu'ont fait les Chinois avec leur programme spatial habité ces dernières années. Et ce sera très important pour la future exploration de l'espace. Et il avait raison. Mais le discours le plus connu,
C'est pas celui-là. À ce moment-là, il n'y a aucun astronaute qui a volé dans l'espace, qui a fait une orbite autour de la Terre. Il n'y a eu que un vol suborbital. Mais un an plus tard à Houston, il y a le discours encore plus connu. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Donc je y reviendrai aussi à la fin de ma présentation, mais ce qu'il dit là, on peut se l'appliquer à tout ce qu'on fait dans la vie. On le fait non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Si dans la vie, on se donne un objectif facile ou qu'on a déjà atteint, on ne saura jamais de quoi on est capable à la limite. Et on est tous capables de faire mieux que ce qu'on a déjà fait, dans quelque domaine que ce soit. Mais la seule façon de se prouver qu'on est capable de faire quelque chose d'encore plus challenging, plus difficile, c'est se donner un objectif dont on n'est pas sûr à l'avance qu'on va réussir. Dans le domaine spatial, quand on lance un nouveau programme, il y a plus de la moitié des problèmes à résoudre qui n'ont pas de solution connue au moment où on lance le programme. On parie sur les compétences à venir des ingénieurs, des scientifiques qui sont sur le programme pour trouver les solutions. Et on y croit parce qu'on a vraiment envie d'y arriver. Au passage, voilà la vraie couleur de la Lune, puisque cette photo, je l'ai prise en dehors de l'atmosphère. Vous voyez, elle n'a pas cette couleur blanche, argentée, magnifique. Depuis le sol, c'est plutôt un marron, mais elle est très jolie quand même. Je vous montre ici une courbe, c'est la seule courbe de ma présentation. En fonction du temps, dans les années 60-70, le budget, là, la courbe foncée, c'est le budget de la NASA en fonction du temps. Ça part de zéro, ça se stabilise à l'horizontale à peu près ici, et là-haut, ça atteint environ 4% du budget de l'État. C'est énorme. Une seule organisation à elle toute seule qui capte 4% du budget de l'État. Et en parallèle, alors le budget de l'Agence spatiale française, c'est 0,0 quelque chose pour cent, pour vous donner une idée. Et en parallèle, en vert, en violet, en bleu, c'est le nombre de diplômes de doctorants, de PhD, qui ont été donnés à des étudiants en sciences physiques, sciences de l'ingénieur, sciences mathématiques, qui forment des montagnes, qui montent, qui redescendent, légèrement décalées dans le temps, et qui démontrent la corrélation évidente entre le programme Apollo et l'inspiration des lycéens pour les matières scientifiques. Et qui les a motivés aussi, le programme Apollo, pour les pousser au plus haut niveau, qui est le doctorat. Tous ces étudiants-là qui ont eu leur doctorat à ces époques-là sont ceux qui sont plus ou moins en train de partir à la retraite maintenant, qui ont fait la puissance industrielle, aéronautique et spatiale des États-Unis. Sans le programme Apollo, l'industrie américaine dans le domaine aéronautique et spatial aurait été totalement différente. Et probablement la nôtre aussi, parce que nous, on a suivi l'élan des Américains. Alors, quelques mots, juste statistiques, c'est pour vous situer l'activité. Alors, je vais tenter une chose, si vous le voulez bien, je vais tenter de cliquer sur la petite croix pour supprimer la fenêtre en espérant que ça ne coupe pas la liaison. Ben voilà, débarrassé. Bon, on a appris une leçon, hein. Ça aurait pu être un échec, on aurait fait autrement. Donc c'est mon premier décollage. Donc je vais vous donner quelques chiffres, c'est juste pour vous représenter les aspects astronomiques du voyage spatial. Donc à ce jour, on est un peu plus de 530 hommes et femmes qui sommes allés dans l'espace. Certains ayant volé plusieurs fois, ça correspond à environ 1 millier de tickets de vol. Toute la difficulté du voyage spatial réside d'abord dans le transport, ce qu'on appelle le transport spatial, c'est-à-dire la fusée, qui fonctionne moins de 9 minutes. Il s'agit de nous communiquer en moins de 9 minutes, en navette c'est exactement 8 minutes et 30 secondes, une vitesse horizontale telle qu'en tombant sur une trajectoire courbe, parce qu'on est toujours attiré par la Terre, on va le faire sans jamais rencontrer d'obstacles. Et pour ça, il faut un engin très compliqué, donc symbolisé dans le cockpit, pour vous donner une idée, il y a 1000 interrupteurs. La première fois que je suis rentré là-dedans, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et pourtant, je sais que d'autres l'avaient fait avant moi.
Et quand on veut, on peut. Et même aujourd'hui, presque 15 ans après mon 3e vol spatial, je peux vous donner le nom de chaque interrupteur et vous dire à quoi il sert. Tellement je m'en suis imprégné jusqu'à la moindre de mes cellules. Et donc, par les moteurs fusées, on consomme 10 tonnes de poudre par seconde et 1 tonne d'oxygène d'hydrogène liquide par seconde. Pour vous donner une idée, l'oxygène et l'hydrogène liquide sont autour de moins 200 degrés Celsius. La turbopompe, c'est à peu près 30-40 cm, la taille. Ça rentre à moins 200 degrés et juste à la sortie dans la chambre de combustion, c'est plus 1000 degrés. Et ces turbopompes, si vous les utilisez pour vider une piscine de taille moyenne, ça vide en 20 secondes. Imaginez une piscine qui se vide en 20 secondes. Voilà. C'est toute la difficulté de l'espace, ça réside dans ce qu'on appelle la rocket science en américain, c'est concevoir ces moteurs fusées. Bon, après, il faut toute la technologie, les matériaux, le pilotage. Parce que toutes les fusées, le challenge en termes de pilotage, c'est comme si vous tenez un crayon en équilibre sur la pulpe de votre index et que vous le poussez en l'accélérant vers le haut en le tenant en équilibre. C'est ça, hein, le pilotage d'une fusée. Donc le moins de petits défauts de capteurs, de pilotage, d'erreurs de signes dans les algorithmes, et ça se casse la figure instantanément. Donc si on multiplie la vitesse par la poussée, en physique, on obtient la puissance en watts. Donc ce que j'ai écrit là, c'est purement théorique, mais la puissance développée par les moteurs, quand ça atteint le maximum environ 2 minutes après le décollage, c'est 45 gigawatts. Ça veut dire que si on pouvait le convertir en électricité, en théorie, intégralement, on pourrait satisfaire la demande de la moitié de la France, tout consommateur, tout client confondu, industriel, usine, particulier. Quand ça atteint son pic, vous savez, en hiver, il y a quelques années, il faisait très froid, et en fin janvier 2011 ou 2012, on avait atteint 92 ou 93 gigawatts de consommation électrique, tout utilisateur confondu, les TGV, je vous dis, les particuliers qui mettent leur chauffage électrique. Et donc voilà, on pourrait satisfaire la demande de la moitié de la France, mais seulement pendant quelques minutes. Hein. Tout ça pourquoi? Pour atteindre cette vitesse de satellisation de 28 000 km/h en 8 minutes et 32 secondes. 28 000 km/h, c'est 8 km par seconde. C'est-à-dire, c'est Mach 25, c'est 20 fois plus rapide que la vitesse d'une balle de fusil de chasse quand elle sort du canon. On ne fait qu'accélérer. On accélère, on accélère. Alors je peux vous dire, quand vous êtes dans la fusée, quand ça décolle, vous ne savez pas où vous allez, mais vous sentez que vous allez quelque part. Hein. Ça, c'est... D'ailleurs, c'est peut-être la seule fois dans ma vie que je suis allé... Mon point de destination n'était pas physique. Quand on se déplace à pied, comme en venant dans cette salle, en voiture, en avion, on a une destination physique, un endroit qu'on peut voir et toucher. Là, on vise un point virtuel dans l'espace qu'on doit atteindre avec une certaine vitesse, dans une certaine direction, pour être sur la bonne orbite. Si on n'est pas dans le bon point, ou avec la bonne vitesse, ou pas avec la bonne direction, c'est raté. Et ce n'est pas tout. Ce qu'il y a d'extrême aussi, c'est la température. Vous placez un objet dans l'espace, le côté au soleil peut atteindre plus de 100 degrés, quand au même moment, le côté qui est à l'ombre est à moins 150, voire moins 200 degrés. Donc les systèmes de contrôle thermique, le contrôle de température dans un vaisseau spatial, que ce soit une sonde interplanétaire, un vaisseau automatique ou un vaisseau habité, c'est le truc le plus critique. Sans contrôle thermique, les électroniques brûlent, chauffent ou refroidissent et ça ne marche plus. Bon, je vais vous faire vivre un petit décollage. Donc imaginez-vous assis là-dedans, sur le dos, comme ça, voilà, avec un bon coup de pied dans les fesses. On atteint une fois la vitesse du son au bout d'1 minute, 5 fois la vitesse du son au bout de 2 minutes. À ce moment-là, les propulseurs à poudre sont vides, on les sépare pour ne pas traîner de la masse inerte pour rien. Et on continue à accélérer, on est à 3G constant la dernière minute. C'est pas énorme, 3G. Tout le monde dans cette salle pourrait supporter sans aucun problème. Et à 8 minutes et 32 secondes, on éteint les moteurs et on est en orbite pour toujours jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir. Alors vous voyez, c'est 9 minutes, c'est 8 minutes et 32 secondes qui sont pouillèmes dans la durée de la mission. Quand on fait partie de l'équipage de conduite, donc les pilotes et l'ingénieur navigant que j'étais sur ma mission Hubble,
c'est à peu près 70% de notre temps d'entraînement. Mais je vais en reparler. Je vais diminuer un peu le son. Voilà, alors quelques mots-clés sur ce que je vais raconter, la vie, travail dans l'espace, le défi, voilà. Donc la vie dans l'espace, c'est du camping, sauf qu'il ne fait pas beau dehors, on ne peut pas sortir de la tente. Et le travail à bord, c'est un travail d'opérateur. Nous sommes avant tout des opérateurs. Les astronautes sont sélectionnés dans un éventail extrêmement large de métiers. Ceux que j'ai rencontrés dans la salle tout à l'heure, il y a des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens, des opérateurs. C'est là-dedans qu'on pioche les astronautes aujourd'hui. Il n'y a toujours pas d'avocat ou de peintre, mais vous avez nageurs de combat, pilotes de sous-marins, pilotes d'avion, les plongeurs professionnels, ce sont les opérationnels. Vous avez des ingénieurs en astronautique, en structure, en électronique, en thermique, ce sont les professions techniques. Et puis vous avez dans l'éventail des scientifiques, alors un éventail encore plus large, vous avez depuis le chirurgien cardiaque, c'est une femme japonaise, astronaute, qui a volé plusieurs fois dans l'espace. Vulcanologue, c'est l'Allemand qui a volé l'été dernier. Vétérinaire, astrophysicien, physicien nucléaire, biologiste, physiologiste. Donc vous voyez, c'est extrêmement large. Et ça permet d'ailleurs c'est pas parce qu'on demande dans l'espace d'exercer ces métiers-là. Une fois qu'on est sélectionné astronaute, on est entraîné aux mêmes tâches, tous. On est capable tous d'être entraînés, qualifiés pour les mêmes tâches. Sauf les deux à l'avant dans le cas de la navette, ce sont tous des pilotes professionnels de chasse qui ont aussi la qualification pilote d'essai. Quelques rares d'entre eux ont un doctorat. Mais en général, ils sont juste super pilotes, quoi. Mais tous les autres, qu'on appelle les mission specialists, peuvent avoir été dans leur carrière précédente un chirurgien abdominal ou un spécialiste en physiologie animale ou un océanographe. Mais une fois astronaute, notre métier, c'est un métier d'opérateur et on fait tout par procédure. Voilà. La règle numéro 1 dans le vol spatial, c'est pareil, quand on fait quelque chose de très complexe, il faut avoir une checklist, une feuille de route, un plan, comme on dit. Alors les défis, pour la vie à bord, c'est l'apesanteur. L'apesanteur, quand on n'est pas habitué, on perd les objets. Il y en a qui sont malades et on est un peu triste pour eux. Il y a un astronaute sur 4 qui vomit grave au début. Il y en a un collègue, il disait « If this is space, this is not fun ». Si c'est ça l'espace, c'est pas rigolo. Mais au bout de quelques heures, au pire 2 jours, ça part. Moi j'ai de la chance, je n'ai pas été malade du tout. Alors j'ai beaucoup le mal de mer. Si je ne prends pas de médicaments, je suis malade sur un bateau. Mais je connais des astronautes qui peuvent manger leur sandwich dans la cale de leur bateau par forte odeur de mazout, par forte tempête, qui ne sont pas malades du tout et qui vomissent dans l'espace. Bon, le défi pour le travail à bord, c'est que les tâches sont très complexes. Malgré l'intention au départ d'avoir une langue commune, on n'y est pas arrivé, donc il faut apprendre le russe et l'américain. Tous les astronautes aujourd'hui du partenariat Canada, Japon, Europe, Russie, Amérique, les 5 grands partenaires copropriétaires de la Station spatiale internationale, sont tous bilingues, américains, russes. Et les unités, là c'est les Américains, contrairement à ce que je vous disais avant, c'est les Russes qui n'avaient pas tenu parole. Là c'est les Américains qui n'ont pas tenu parole. Il était convenu au départ que tout le monde se mette au système métrique. Les Russes et les Européens y étaient déjà, mais les Japonais, les Canadiens et les Américains utilisaient dans leur industrie le système anglo-saxon. Les pieds, les pouces, les livres, les pounds, les Fahrenheit. Eh bien, les Japonais et les Canadiens l'ont fait. Le bras robotique canadien, par exemple, de la station, est en unité métrique, alors que sur la navette, il était en unité anglo-saxonne. Mais les Américains n'ont pas réussi. Donc, à bord, vous avez 2 trousses à outils. Et si vous faites une sortie dans l'espace pour aller changer un équipement du côté américain, et au passage, il y a un truc à faire du côté russe, ou européen, faut sortir avec les clés en millimètres et puis les clés en 16e de pouce. Alors par contre, la température, elle est uniformément, même dans le segment américain, entièrement en Celsius. Alors dans la navette, c'était que des Fahrenheit. Est-ce qu'il y en a un qui peut me convertir spontanément les Fahrenheit en Celsius ici? Pas évident. Et bien sûr, on n'a pas droit à l'erreur. Alors comment on fait ça? En maîtrisant la peur et en formant une équipe. Alors la peur, ça c'est parce que je le mets parce qu'on nous pose souvent la question. C'est comme pour vous, ceux d'entre vous qui démarrent une entreprise, est-ce que vous avez peur? La peur, ma définition, c'est quand on est face à l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Si demain, je vous prends pour aller dans l'espace, vous avez de bonnes raisons d'angoisser un peu quand même.
Certains beaucoup, d'autres qui sont un peu casse-cou, peut-être pas du tout, mais ça c'est parce qu'ils sont inconscients. Vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Mais nous, quand on décolle, ça fait plusieurs mois qu'on s'y prépare, qu'on apprend par cœur notre vaisseau jusqu'au moindre boulon, qu'on sait exactement ce qu'on va faire. Donc au moment où ça arrive, c'est normal dans ma vie. Je sens vraiment, ce jour-là, à cette heure-là, mon job sera de faire ça. Donc quand je marche vers le pâtir pour aller vers la fusée, à la limite, si quelqu'un me dit au dernier moment « Ah ben, on a annulé ta mission, tu ne voles plus », je l'aurais vraiment mauvaise. Là, je ne serais pas bien. Mais au moment où je vais vers la fusée, c'est quelque chose qui est normal dans ma vie parce que je me suis imprégné progressivement de ça. Je me suis préparé et surtout, je suis compétent parce que j'ai appris mon job. Je me suis préparé. Voilà. Maîtriser la peur, c'est savoir où l'on va ou pourquoi. Votre mission, allez réparer le télescope spatial Hubble. Et pour ça, vous allez vous entraîner à telle tâche en passant tant d'heures dans le simulateur avec tel scénario, etc. Voilà, la peur, c'est quand on est face à l'inconnu. Donc, quoi que vous décidiez dans la vie, décidez-le toujours en connaissance de cause, en vous étant renseigné sur tout ce pour quoi vous pouvez vous renseigner. Mais il y a peut-être des parts d'inconnu où personne ne peut vous renseigner, mais là, c'est là qu'est la découverte. Le travail en équipe, alors ça c'est ma définition en une slide, c'est d'abord un but, un objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est le facteur de cohésion de l'équipe numéro 1. On a tous envie de réussir à réparer le télescope spatial Hubble. On ne cherche pas à bien faire notre job pour faire plaisir au chef, on cherche à bien le faire parce qu'on veut atteindre l'objectif. Il faut qu'on soit compétent et la communication. Voilà. Et la communication, c'est au sens de l'écoute active. L'écoute active, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est un acte de générosité où vous vous donnez à l'autre qui parle. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, même si c'est a priori, ça ne vous intéresse pas. Par exemple, si vous êtes en charge du système électrique dans la navette, et moi je suis en charge du système de propulsion, et on a une fuite à bord. Comment on fait pour détecter la fuite quand on a une fuite de carburant? Eh bien, parmi les 1000 valves et pompes qu'il y a dans la navette spatiale, la fuite, elle est dans un système qui est quand même à peu près identifié, et on va fermer morceau par morceau des morceaux de plomberie pour voir où est-ce que la pression baisse alors que les valves sont fermées. Si la pression baisse dans un tuyau où on a fermé 2 valves, c'est que la fuite est quelque part dans ce segment. Donc on commande et on ferme les valves. Pendant ce temps, celui qui gère le court-circuit, il va couper une pile à combustible, il va avertir tout le monde. Si vous vous dites, un peu égoïstement, moi mon truc c'est la propulsion et la fuite, je veux avoir réussi mon truc qui se démerde avec son problème électrique, moi je veux être fier d'avoir réussi mon job. Si vous ne l'écoutez pas quand il annonce qu'il va couper la pile à combustible, eh bien vous ne pouvez plus fermer la valve que vous venez d'ouvrir et on est mort, parce qu'on ne peut plus isoler la fuite. Et c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment écouter l'autre quand il parle et savoir aussi dire ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et quand on est compétent et qu'on sait communiquer, on développe la confiance mutuelle au sein de l'équipe. Et une fois qu'on est confiant entre nous, par exemple dans le cockpit de la navette, vous avez 2 pilotes, et il n'y a que le pilote en place avant droit qui a accès aux interrupteurs qui commandent les moteurs fusées dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être une trentaine. Mais le mauvais interrupteur déplacé au mauvais moment ou dans la mauvaise direction, c'est boum, instantanément. Et vous ne pouvez pas lui taper sur la main pour dire « touche pas ». Donc, il faut lui faire confiance. Alors, la préparation, comme disait John Young, prepare for the worst and hope for the best. On passe plus de 60% de notre entraînement à nous entraîner à des cas de panne, c'est de la gestion de crise en quelque sorte, qui n'arriveront jamais dans l'espace parce que c'est trop compliqué. Mais notre simulateur à haute fidélité a les 1000 interrupteurs, il y a les 10 hublots, comme dans la vraie navette, derrière laquelle on nous fait voir la Terre et l'univers par réalité virtuelle. On reconstitue artificiellement la vue de la Terre, etc. Et toutes les données sont envoyées vers le vrai centre de contrôle, comme si ça venait d'une vraie navette en vol. Et au milieu, vous avez les instructeurs qui n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution, mais qui ont le droit d'être très vicieux. Donc vous avez parfois simultanément la fuite de carburant, la fuite d'air, le court-circuit, le feu à bord, le manche de pilotage qui ne répond plus, et il faut trouver la solution. Alors au début, on est un peu rouillé, on meurt, on n'est pas fier quand on rentre chez soi. C'est rare, hein, mais il arrive qu'on fasse l'erreur, qu'on se démerde mal.
Mais dans les 2 mois qui précèdent le vol, on est Superman. Hein. Les instructeurs peuvent inventer le scénario le plus tordu, on est toujours on top, comme on dit. Donc dès qu'il y a une panne, il faut savoir qu'est-ce que c'est, gérer la panne, et dès que la panne a été gérée, on l'a isolée, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est quelle est la pire des pannes que peuvent nous inventer les instructeurs pour nous mettre dans la mouise à partir de tout ce qu'on a eu déjà jusqu'à présent. Et on est conditionné comme ça. On est conditionné par le fait qu'on va avoir des pannes et qu'on saura s'en sortir parce qu'on connaît les scénarios, on connaît les procédures. Il ne nous arrive jamais en simulateur, en tout cas à l'approche du vol dans les derniers mois, zut, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours, allez maintenant, on trouve la bonne procédure et on gère la panne. On est conditionné à l'idée qu'on va avoir des pannes, mais conditionné aussi à l'idée que quoi qu'il arrive, on trouve une solution. Il n'y a pas d'instant de panique, il n'y a pas de moment où on se dit c'est raté, c'est foutu. Ça ne nous vient jamais à l'esprit. Alors maintenant, un peu l'expérience du vol spatial. Voilà. Imaginez-vous collé au hublot en train de survoler le Sahara oriental et le Sahara occidental, c'est le nord de l'Afrique, là. Alors là, ce n'est pas le bleu qui domine, mais en général, c'est le bleu qui domine, même au-dessus des continents. Là, je vous montre une photo de l'Afrique. C'est pour vous montrer que le ciel est noir, d'encre, alors qu'on est du côté éclairé de la Terre, en plein jour, et qu'à l'horizon, donc cette photo est prise avec une focale de 50 mm. Il y a une focale très très proche de la focale de l'œil humain. Donc imaginez-vous coller au hublot de la navette, à regarder la Terre, c'est comme ça qu'on la voit. Pour ceux qui ont vu le film Gravity, ou qui ont vu le film en 3D au Futuroscope, dont je parlais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on voit la Terre. On est quand même très proche, on n'est qu'à quelques centaines de kilomètres. Mais à l'échelle de la planète Terre, la couche de gaz qu'on appelle l'atmosphère qui nous permet de vivre, vous voyez que c'est du papier de cigarette. C'est pour ça que je mets la vie est fragile. Ce n'est pas la Terre qui est fragile. Quand on dit la Terre est fragile, c'est de l'égoïsme anthropocentrique. C'est ramener la Terre juste à l'humain. C'est le vivant sur Terre qui dépend de l'oxygène qui est fragile. La Terre, elle nous survivra. L'espèce humaine, comme dans l'histoire du vivant sur Terre, aura de l'ordre du million ou quelques dizaines de millions d'années. Mais largement avant la fin de la vie de la Terre, l'espèce humaine aura disparu sur Terre. Déjà, ne serait-ce que pour des phénomènes purement naturels, comme ceux qu'on a connus dans le passé, des cataclysmes climatiques, tectoniques, volcaniques ou des impacts d'astéroïdes. Donc si on ne veut pas que l'espèce humaine disparaisse totalement, il faut qu'on apprenne à vivre ailleurs. Alors, on n'est pas dans l'urgence, hein, on a le temps, mais c'est sûr que si on ne fait rien du tout, on n'aura jamais la solution. C'est une des réponses peut-être qu'apportera l'exploration, enfin à laquelle doit contribuer l'exploration spatiale. Donc voilà, le ciel noir en plein d'encre, mais si on éteint toutes les lumières dans le cockpit, tous les écrans d'ordinateur, il faut y penser, on n'y pense pas spontanément, jusqu'à ce qu'il fasse le noir total, comme dans le sous-sol, dans votre cave, quand vous avez tout éteint, dans une orientation telle qu'il n'y ait ni le soleil, ni la Terre dans le champ de vue. L'idéal, c'est de faire ça quand on est du côté opposé du soleil. La pupille s'ouvre pour s'adapter à l'obscurité, les bâtonnets s'activent de la rétine, et là, le ciel que vous voyez noir d'encre, là, devient blanc d'étoiles qui ne scintillent pas, parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère, mais c'est pas éblouissant, mais c'est couvert d'étoiles. Et on distingue très très bien leur couleur, qui est en fonction de leur température. On peut dire que cette étoile est plutôt jaune, rouge, verte, et là on se dit, on n'est probablement pas seul dans l'univers. Alors que quand vous voyez cette image, vous voyez la Terre, le Soleil, parfois la Lune quand elle est dans le champ de vue, vous vous dites qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Hein. Alors j'ai un petit film ici, pris avec une caméra à très haute sensibilité. Alors il est en saccade, hein, c'est toujours à cause de ce problème de cadence vidéo qu'on a. Donc c'est pris avec une caméra à 15 000 ISO de sensibilité et accéléré 4 fois. Donc vous voyez ici les éclairs. Quand vous voyez les masses nuageuses éclairées par les éclairs de l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Et toutes les lumières jaunes sont des lumières des villes. Donc vous voyez que la Terre est habitée et surtout les lumières les plus denses sont sur les côtes qui montrent qu'on est dépendant de l'eau pour la vie. On voit les aurores polaires, vous voyez on voit une partie des étoiles avec ce film. Alors on en voit encore plus à l'œil nu, hein, si on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va voir un passage sur la vallée du Nil qui est superbe. Dès qu'on survole des lignes de contraste,
Et on voit que les Égyptiens vivent, vous voyez. Là, c'est la Sardaigne, la Corse, la botte de l'Italie. On défile donc à 28 000 km/h. On fait le tour du monde en 1h30. Et toutes les 45 minutes, on voit le soleil se lever ou se coucher. Je crois que c'est maintenant qu'on voit le Nil. Voilà, ici. Delta du Nil, la mer Rouge, Israël, Égypte, Chypre. Voilà. Bon, et la Terre est très belle. Je pense que ce qui émeut le plus les astronautes en général, c'est la beauté de la Terre. On s'émerveille, on se pince entre nous, on se touche en disant c'est vraiment nous là, c'est nous qui avons cette chance de voir ce spectacle. On voit alterner toutes les 45 minutes, toutes les 45 minutes la nuit ou le jour. Si on est sur une orbite inclinée par rapport au plan de l'équateur, pendant 45 minutes on survole l'hémisphère nord où c'est l'hiver, tout est blanc, et les 45 minutes suivantes c'est l'hémisphère sud, c'est la saison opposée. On voit alterner les saisons opposées toutes les 45 minutes. Donc on fait le tour du monde en 1h30. Il y a 16 fois 1h30 dans une journée de 24 heures. Et on voit très rapidement alterner les déserts, les chaînes de montagnes comme l'Himalaya, les grandes forêts tropicales, les atolls de Polynésie avec toutes leurs variétés de couleurs turquoise, les glaciers. Et on ne s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Donc 16 levées, 16 couchers de soleil par jour. Le mont Everest. Bon, je passe rapidement ces quelques photos de la Terre. Vous voyez cette pyramide très nette, contrairement au Mont Blanc qui est très massif. C'est pas facile depuis l'espace de voir le point. Là, c'est pris avec un 800 mm, une focale, un zoom assez puissant. Le Grand Canyon. L'ouragan Florence, pour vous donner une idée, ça fait 800 km là, de part en part. C'était lors de mon premier vol spatial. Le volcan Sakurajima rentré en éruption 3 jours après mon premier décollage. Alors vous commencez à avoir ici une idée de à quoi ressemble le béton, vu de l'espace, ces grosses taches grises. Voilà ici le Japon, la baie d'Osaka. Vous voyez ces grosses taches grises, c'est pas naturel, c'est le béton. C'est la couleur du macadam et du béton, des constructions humaines. Sinon là vous avez des couleurs minérales de roches et de forêts. Et oui, c'est... Donc on ne sait pas où on est, on regarde par le hublot, puis on voit ces grosses taches comme ça dans des baies, c'est les Philippines ou le Japon. Mais ça ne veut pas dire que sur nos continents, en Europe, aux États-Unis, c'est pas la même chose. C'est la même chose, hein, les grandes agglomérations, ça fait des gros spots gris moches comme ça. Alors on nous demande de prendre des photos d'endroits identifiés comme ayant une activité humaine particulière. Là, vous avez de la pollution dans une usine chimique en Chine qui crache de la fumée un peu jaunâtre. Vous avez ici à Bornéo une zone active de déforestation, à gauche, là. Et quand on retire les arbres des forêts tropicales, il n'y a plus les racines très développées pour retenir les sédiments. Donc à la première pluie diluvienne, tous les sédiments se versent dans la rivière la plus proche, saturés en sédiments. Vous voyez ici la couleur n'est pas du tout la couleur normale. La couleur normale d'une rivière, c'est ce bleu foncé là, de l'eau, de l'espace. Mais là, quand c'est marron clair comme ça, c'est saturé en sédiments, ça se jette dans l'océan le plus proche. Et là, vous avez 80% de la biodiversité marine qui meurt sur plusieurs kilomètres. Et puis évidemment, la forêt où il y a 95% de la biodiversité qui meurt. Madagascar, par exemple, il n'y a plus que 20% de surface boisée naturelle, alors qu'il y en avait 80% il y a 50 ans au début de l'ère spatiale. Mais ça ne saute pas aux yeux, là. Là, il faut que des gens au sol nous envoient des fax. Tous les matins, on reçoit des messages. Nous, à l'époque, c'était des fax, 10 mètres de fax tous les matins, avec toutes les informations du jour sur le vol, sur l'état de notre navette, avec les pannes, la mise à jour du log des pannes qu'on a eues jusqu'à présent, parce qu'il y a toujours des trucs qui tombent en panne. Les sites d'atterrissage d'urgence, si jamais on doit rentrer d'urgence ce jour-là, et puis les endroits intéressants pour prendre des photos si on a du temps libre. Le phénomène d'apesanteur ou d'apesanteur, donc ça n'est pas le vide qui crée l'apesanteur, et ça n'est pas le fait qu'on est loin de la Terre, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Heureusement que la Terre nous attire toujours, sinon on partirait en ligne droite à l'infini. L'état d'apesanteur, c'est l'état de chute libre, on tombe, attiré par la Terre, sans qu'il y ait aucun obstacle pour nous arrêter. Donc si on nous lâche à l'horizontale au-dessus de l'atmosphère avec une très grande vitesse, eh bien on tombe avec une trajectoire courbe, comme si je lance un objet à l'horizontale. Mais si on atteint 28 000 km/h, eh bien on tombe sans jamais rencontrer d'obstacle. Comment on fait pour revenir ?
Eh bien, à peu près au milieu du Pacifique, au-dessus de la Polynésie, par là, on allume des petits moteurs pendant quelques minutes qui font qu'au lieu d'être à 28 000, on est peut-être qu'à 27 500 km/h. Et ça suffit pour que notre trajectoire de chute libre, au lieu de contourner la Terre, d'avoir la même courbure que la Terre, elle est légèrement plus à piquer. Elle pique un peu plus. Et une demi-heure plus tard, on touche l'atmosphère au-dessus de la Californie. Et là, dès qu'on touche l'atmosphère, elle nous freine très vite. Et une demi-heure plus tard, on se pose en Floride. Voilà, donc on freine au-dessus de la Polynésie. Et 1 heure et 5 minutes plus tard, on se pose sur la piste de Cap Canaveral. Voilà, l'état de chute libre, c'est l'état d'apesanteur, c'est l'état de chute libre. Si vous voulez être en apesanteur, vous sautez pieds joints, comme je vais faire là. Vous voyez, je vais tenir l'objet dans ma main. Et le temps où j'ai sauté, vous voyez, l'objet, il monte avec ma main, il décolle un peu, il redescend avec moi. Et pendant la fraction de seconde où mes pieds ne touchaient pas le sol, je suis exactement dans le même état d'apesanteur que dans l'espace. Et il y a une autre façon de le faire en avion, je vous montrerai tout à l'heure, c'est de jeter un avion en l'air et de lui faire croire qu'il est dans le vide, en faisant que la somme de toutes les forces aérodynamiques s'annule mutuellement. Elles ne disparaissent pas, elles sont là, mais quand on fait la somme, elles s'annulent mutuellement, il ne reste plus que le poids. Et quand il ne reste que le poids, la chute libre, on est en apesanteur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, la vie à bord, je vous ai dit, c'est du camping. Alors, vous voyez, il y a la petite anecdote, là, l'oreiller, il ne sert à rien. Il tient par un bandeau qui est avec un velcro sur le côté et sur le front. Et si on l'enlève, la tête, elle est au même endroit. Mais on s'est rendu compte qu'il y a certains astronautes qui aiment bien avoir un oreiller parce que la sensation de la tête qui presse sur un oreiller, ça rappelle l'oreiller à la maison et ça aide à s'endormir plus vite. Voilà pourquoi on nous propose des oreillers. Donc on se lave, on se rase à la bonne franquette. C'est avec de la nourriture lyophilisée pour 2 tiers à peu près. Et puis on a beaucoup de plats pré-cuisinés en sauce, il y a juste à chauffer. Et à faible résidu. Voilà, l'idée, c'est que le corps bénéficie au maximum de tout ce qu'on ingère. Donc, vous voyez, il y a des sachets boissons, nourriture lyophilisée. Bon, c'est un peu la même nourriture que vous trouvez si vous partez en expédition en montagne et que vous voulez porter le poids minimum. Alors, la poussière aussi, elle est en apesanteur. Donc, on en attrape plus souvent dans les yeux que sur Terre. Alors, comment on fait pour se rincer l'œil, au sens propre ? Eh ben, on dépose une grosse boule d'eau tiède sur les yeux, c'est très confortable, on peut continuer à respirer, à parler, et puis ça nettoie. Voilà. C'est une boule d'eau là que j'ai sur les yeux. Bon, sur les vols de longue durée, il faut faire confiance aux collègues pour aller chez le coiffeur. Donc une fois que vous allez, si vous voulez faire un truc d'astronaute, une fois que vous avez besoin d'aller chez le coiffeur, ben, vous n'allez pas chez le coiffeur, vous choisissez votre collègue, vous avez quand même le choix, vous lui expliquez ce que vous voulez, et puis vous espérez que ça se passe bien. On est formé à prendre des photos et des vidéos à un niveau professionnel. Pour vous donner une idée, on a pris plus de 8000 photos lors de notre premier vol qui faisait 11 jours. Et c'est la seule chose qui nous reste pour partager des images avec vous ce soir, par exemple. Le sport, c'est très important. Là, on nous enseigne dès le départ l'équilibre entre l'esprit, l'intellect et le corps. Voilà, continuer à faire du travail intellectuel intéressant. Garder une activité spirituelle régulière et faire du sport pour entretenir le corps. Voilà. Donc dans l'espace, on a deux manières de faire de l'endurance. Et puis pour la musculation, on ne peut pas amener de poids en apesanteur, ça ne veut rien dire. Donc on les remplace par des tendeurs qu'on accroche au mur et puis qu'on déplace. On a un tapis roulant, un vélo ergomètre. Sur les vols courte durée, ce n'est pas très important, mais sur les vols de longue durée, c'est très important de faire du sport tous les jours. Sinon, les muscles s'atrophient, le cœur s'atrophie, et vous mettez énormément de temps à vous réadapter au retour sur Terre, avec un risque énorme de tomber dans les pommes. J'ai des collègues qui pratiquent jusqu'à 4 heures de sport par jour dans les semaines qui précèdent, les 2-3 semaines qui précèdent le retour. Quand ils reviennent sur Terre, ils se lèvent. Ils sont obligés de garder les yeux ouverts pour ne pas perdre leur équilibre parce que l'oreille interne est totalement hors service. Mais ils marchent. Et le lendemain, ils vont faire leurs courses. Donc, on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire pour que les astronautes, après une longue période en apesanteur, soient capables d'être à nouveau actifs. Alors c'est vrai qu'on ne va pas étendre la durée des missions parce que s'il faut passer tout son temps en apesanteur juste à faire du sport, c'est du temps qui n'est pas passé à travailler. Alors on va aux toilettes à la bonne franquette aussi. Alors pour la petite anecdote, on a une checklist et on remplace la pesanteur apparente qui n'est plus là
par la succion. C'est-à-dire que le trône est connecté au vide extérieur par un petit tube très fin, il est sous dépression. C'est pour ça que le siège est ergonomique avec une ouverture qu'on ne voit pas ici, mais qui est très petite. Sinon, tout serait aspiré dedans. Donc, pour bien viser, on a le même siège au sol dans un simulateur avec une caméra qui filme l'anus. Vous vous asseyez à poil dessus, il y a un écran de télé devant et vous apprenez à centrer le point le plus sombre au milieu. Ce n'est pas des blagues. Hein. Et si vous ne centrez pas correctement, ce n'est pas sympa pour les copains, quoi, parce qu'il y en a partout après. Le stockage, ce n'est pas évident, c'est un truc basique, ce n'est pas compliqué de s'organiser pour ranger les choses. Et comme on ne s'entraîne pas beaucoup à ça, on s'entraîne beaucoup aux sorties dans l'espace, au pilotage du bras robotique, tout ça, c'est des trucs très, très techniques, très pointus, très complexes. Donc on est très, très fort à ces trucs-là. Mais par contre, savoir où sont les choses, où mettre les choses, on perd souvent du temps parce qu'on n'est pas habitué et on manipule plusieurs centaines d'objets par jour. Bon, il faut accepter d'être cobaye et de prêter son corps à la science quand on est astronaute. Bon, on apprend des tas de choses sur nous. Ça, c'est un des avantages d'être astronaute. On connaît dans les moindres détails notre propre corps comme jamais on en aurait eu l'occasion. On passe chaque année, moi c'est la semaine prochaine, une visite médicale d'aptitude au vol spatial avec plusieurs centaines de paramètres sanguins analysés. Il y a la densité osseuse, il y a des échographies de tous les organes, il y a les rectoscopies avec un truc qui fait plus d'1,50 m de long, endoscopie gastrique, ça on le fait un peu moins souvent, électroencéphalogramme, enfin on sait tout. Et dans l'espace, bon, on se soumet nous-mêmes à des tas d'expériences médicales. Alors sur les vols de longue durée, le week-end est libre, sauf les tâches quotidiennes à faire quand même pour entretenir la station spatiale. Donc, parce que sur les vols courts, il faut rentabiliser. Donc nous, on bossait 14 à 16 heures par jour pendant 10 jours dans les vols en navette. Mais dans les vols de longue durée, si on veut que les astronautes gardent de la motivation, restent performants, il faut qu'ils puissent se reposer. Hein. Vous pouvez dormir 5 heures par jour sur une dizaine de jours, ça passe, mais sur 6 mois, c'est pas terrible, quoi. À part ceux qui, par nature, dorment très peu. Donc, il y a des centaines de cassettes de DVD, on peut amener des bouquins, amener un nouvel instrument de musique pour les musiciens qui veulent apprendre à jouer d'un nouvel instrument. L'activité préférée, c'est quand même de regarder la Terre. Vous demandez à un astronaute, si tu as du temps libre, qu'est-ce que tu fais? La première chose qu'il va vous répondre, je regarde la Terre défiler sous mes yeux. Mon fantasme d'astronaute, c'est d'apprendre la Terre par cœur. Je connais déjà pas mal, mais je ne suis pas aussi bon que certains collègues russes qui ont volé plusieurs fois 6 mois. Et vous leur montrez n'importe quel endroit sur Terre, ils vous disent où ça se trouve, comment ça s'appelle, ils reconnaissent à la forme du lac, de la côte. Là, c'est la coupole, qui est une contribution européenne qui a été fabriquée en Europe et qui est attachée à la Station spatiale internationale. Bon, alors, j'ai essayé de trouver une petite photo de Narbonne. Narbonne doit être dans le coin, là. Là, c'est la Sardaigne, la Corse, la Sicile, l'Italie, Rome et Naples. Et on doit avoir Nice par ici, Marseille. On a Internet à bord maintenant. Donc email, on surfe sur Internet, on a les nouvelles du jour. On a l'équivalent de Skype. Donc on peut faire n'importe quel numéro de téléphone dans le monde, en commençant par le code du pays, sans être facturé. Donc il y a des astronautes qui appellent leur famille tous les jours, quelques minutes, d'autres une fois par semaine pendant une demi-heure, avec la webcam, ça marche très bien. Donc on est quand même lié à la Terre. Même si en regardant la Terre par le hublot, vous flottez, s'il n'y a rien qui vous démange quelque part ou qui vous gratte, vous arrivez à oublier que vous avez un corps physique. Vous flottez à regarder par le hublot, vous avez l'impression d'être juste une conscience qui flotte et ce sentiment d'être vraiment extraterrestre. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qui nous rappellent qu'on est quand même des terriens au départ. Et quand on regarde l'endroit où on habite, où on a été en vacances, où se trouve notre famille, qu'on converse avec eux, on a le droit d'amener des objets personnels. Alors, pour la petite anecdote, vous voyez le Rubik's Cube, là, je suis le seul astronaute qui l'a amené dans l'espace les 3 fois. Je suis un grand fanat des casse-têtes. Et il apparaît dans le film Gravity, dans le cockpit de la navette qui est détruite là, au début du film. J'ai demandé au réalisateur, quand je l'ai rencontré à Paris, Alfonso Cuarón, moi je n'ai pas du tout participé au film, hein, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre un Rubik's Cube dans l'espace?
Parce que les astronautes américains que vous avez rencontrés, ils n'ont pas dû vous en parler. Ben, il m'a dit, comme la NASA ne voulait pas m'aider, j'ai visionné des milliers d'images sur Internet de toutes les photos qui ont été prises dehors, dedans, de la Terre, de la station, de la navette, dedans. Et j'ai vu des images avec du Rubik's Cube. Maintenant, je sais que ce sont vos photos. Voilà. Donc, le sens du devoir. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'obsession de l'astronaute, c'est l'objectif. Et ce qui nous obsède du début à la fin, c'est pas revenir bredouille et remplir la mission à 100%. On sait qu'il y a des milliers de personnes derrière qui travaillent pour la mission, qui comptent sur nous. Il y a eu beaucoup d'investissements de fait. Et donc, on veut être les plus compétents, les plus forts au décollage. Et pendant la mission, on est prêt à travailler très dur. Alors, je vous donne une image ici du cockpit avec les 1000 interrupteurs. Il y en a partout. Les deux outils les plus importants, mais c'est pareil dans notre vie de tous les jours, hein, c'est le gaffeur, là, le gros scotch gris, et le velcro. Toutes les petites pastilles bleu ciel que vous voyez un peu partout, c'est du velcro. Vous savez, le scratch, là. Tout tient par scratch, les checklists. Voilà d'ailleurs à quoi ressemblent les checklists. Je ne vais pas m'attarder dessus. On a environ... On a environ 50 kg de checklist à bord. C'était sous forme papier. Maintenant, c'est surtout sous forme électronique, sauf les checklists d'urgence. Pour vous donner une idée, là à gauche, qu'est-ce qu'on doit faire si ça se passe très mal au décollage et qu'il faut évacuer en vol et sauter en parachute, en sachant qu'on a très peu de chances de s'en sortir. Là à droite, ici par exemple, ce tableau à droite, en fonction de l'endroit où on perd un moteur, un des 3 moteurs à oxygène et hydrogène liquide, quelles sont nos chances de faire quelque chose qui nous ramène sain et sauf? Si c'est assez tard, on peut quand même atteindre l'orbite. Si c'est au-delà de 8300 pieds par seconde, vous voyez, c'est en pieds par seconde, hein, eh bien, il ne faut plus compter revenir sur la piste. Et puis là, on nous dit, on peut quand même atteindre Banjul, dans le Sahara oriental, ou on peut atteindre Morone en Espagne. C'est juste des exemples, je ne vais pas m'attarder. Voilà à quoi ressemble notre checklist. C'est un peu du chinois, mais c'est censé être à base d'anglais quand même, avec à gauche l'endroit où a lieu l'action, le nom de l'interrupteur et l'action à faire avec l'interrupteur. Voilà mon pupitre pour commander le bras robotique. Donc c'est comme un bras humain avec une épaule, un coude, un poignet. Et à l'extrémité, j'avais installé un cale-pied et j'ai un collègue fixé dans le cale-pied. Donc il me dit, Billy Bob, c'était mon surnom, parce que Jean-François, c'est trop dur pour les Américains. Est-ce que tu peux me donner 10 degrés de roulis à gauche, 20 degrés de tangage vers l'avant, 30 degrés de lacet à droite, me déplacer de 2 pouces à gauche et de 2 pieds vers l'avant? Il faut que je convertisse tout ce qu'il me dit en action sur les manches pour que je le mette exactement dans la position et l'orientation qui va lui permettre de bosser. Donc ça, c'est très intellectuel, c'est très mental, c'est du changement de repère, c'est de la vision mentale dans l'espace. Mais j'étais bien câblé pour ça, donc c'est ce qui m'a valu d'être affecté à cette mission d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble le bras de la station spatiale avec le cale-pied et l'astronaute qui est installé à l'extrémité. On s'entraîne pour ça en piscine ou sous l'eau. Là, par exemple, l'année dernière à Marseille avec la COMEX, j'ai refait exactement tout Apollo 11, la mission de Neil Armstrong sur la Lune. Ils avaient réalisé les mêmes outils. J'étais en plongée scuba avec un détendeur, avec des poids pour restituer à peu près 1/6 de mon poids normal sous terre, enfin pas sous terre, sur la surface au fond de l'océan, c'était dans une crique du Frioul. Le scaphandre, pareil, ne pesait qu'1/6 du poids d'un vrai scaphandre et je reproduisais la marche lunaire. Ça, c'est pour reproduire les futures activités sur la Lune ou sur Mars. Mais sinon, pour nous entraîner sur notre vrai scaphandre, on est suspendu à des câbles, à des poulies qui circulent dans un rail au plafond. Même notre visseuse électrique est suspendue parce que tout ça, ça pèse et c'est très très lourd. Et c'est comme ça qu'on acquiert la confiance dans notre propre scaphandre, dans notre matériel. Et c'est très important. On s'entraîne aussi en avion, donc sur un T-38, un petit avion de chasse biréacteur. Quelques vues de mon premier vol. Là, c'est la soute avec plein d'instruments pour étudier l'atmosphère. Là, c'est la station Mir. Mon deuxième vol, c'était ravitailler la station russe Mir. On a transvasé 4 tonnes de matériel. Et vous avez ici une vue à bord. J'avais organisé un repas international avec
Ici, la première femme pilote de navette, Eileen Collins, qu'on verra tout à l'heure dans un petit clip de la rentrée dans l'atmosphère. Et là, devinez ce que c'est du cognac. C'est interdit, c'est écrit nulle part. Mais les Russes ont toujours trouvé le moyen de faire envoyer un peu de cognac pour leurs collègues. Voilà la station spatiale aujourd'hui. Donc, je vous rappelle 5 partenaires, russes, américains, canadiens, japonais, européens, dont les Français. 110 mètres de large, 70 mètres de long, 400 tonnes, avec l'équivalent pour un équipage de 6 personnes et l'équivalent d'un appartement de 400-500 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a du volume, quoi. Oui, je vous montre quand même cette orchidée qui a été prise dans l'espace. Cette orchidée est née d'une graine qui a été produite dans l'espace et qui a grandi entièrement dans l'espace. C'est le symbole du cycle de la vie complet. On a reproduit donc des plantes, on a fécondé aussi des batraciens, des oiseaux. Il n'y a pas eu de fécondation d'humains, à ce que je sache, à ce jour. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le jour, on essaiera. Ce sera d'ailleurs assez rigolo, en apesanteur. Ah oui, oui. J'aime bien montrer cette photo. Là, je parraine une association de protection de l'océan en Polynésie française. Tous les astronautes sont engagés dans des associations ou des fondations de protection de la planète, de la nature. Quand on regarde la Terre depuis l'espace, on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec notre propre vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial, il est fini, elle est finie. Nous sommes tous membres d'équipage de ce vaisseau spatial. Et si on fait des parallèles entre les systèmes, nous, on a un système qui s'appelle le système de support vie, qui produit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule le cycle de l'eau et de la température. C'est ce que fait l'océan pour la planète Terre. Et c'est mal connu. Beaucoup de gens pensent que l'oxygène qu'on respire vient principalement de la photosynthèse des plantes aériennes, des forêts. Et en fait, ça vient à plus de 50% de la photosynthèse du phytoplancton, des plantes océaniques. Et c'est l'océan qui est le principal absorbeur de gaz carbonique. Le danger d'avoir trop de gaz carbonique d'atmosphère, ce n'est pas seulement l'effet de serre et le réchauffement qui fait que l'océan monte, c'est surtout le risque qu'on rende l'océan trop acide pour entretenir toute la chaîne alimentaire dont on dépend depuis le phytoplancton et le krill. Bon, on a atteint l'objectif en orbite. C'est comme vous, dans vos entreprises, vous avez réussi à faire marcher votre produit très innovant, mais ce n'est pas fini. La mission n'est pas finie. Dans notre cas, il faut qu'on revienne, sain et sauf. Alors comment on fait? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on freine au milieu du Pacifique, et après, ce n'est qu'un planeur, un très mauvais planeur, mais on n'allume plus les moteurs. On n'a pas le droit de se tromper, on ne peut pas remettre les gaz. Donc j'ai un petit clip vidéo ici de la rentrée. Alors, on est à Mach 25, on s'est rééquipé notre combinaison orange. Je vais monter un petit peu le son. Bon, c'est un peu saccadé, mais... Là, ce que vous voyez, c'est le plasma. L'atmosphère est ionisée, on a l'impression que la navette est en feu à l'extérieur. Donc vous entendez Charlie et Eileen qui se parlent, qui sont sur les 2 places de pilotage. Charlie regarde dehors et pilote, et Eileen, elle regarde les instruments et elle les donne verbalement, oralement à son collègue. Ça, c'est ce qu'on appelle le viseur tête haute. Vous voyez, le train d'atterrissage n'est toujours pas sorti. Là, il faut être culotté. On sort le train juste au dernier moment. Gear down, à 80 pieds. Le train est sorti à 24 mètres d'altitude. Il faut vraiment avoir confiance dans le matériel pour être sûr qu'en appuyant sur le bouton, il va sortir tout de suite. Sinon, on est mort. Alors, on a un parachute pour économiser les freins et les pneus Michelin. La NASA, dès le départ, avait choisi Michelin pour les pneus. Bon, et la suite, rapidement. Donc, c'est l'exploration spatiale lointaine. Donc ça, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines, de mission fantastique, dont on continuera à parler l'année prochaine, puisque le vaisseau mère va suivre la comète Churyumov-Gerasimenko pendant plusieurs mois l'année prochaine, pendant son rapprochement du Soleil. Et le tourisme spatial. Le tourisme spatial, c'est faire connaître à des non-professionnels les sensations de l'espace. Alors,
On le fait, nous, avec notre Airbus dont je vous parlais tout à l'heure, l'Airbus 0G. Et qui consiste à effectuer une manœuvre de ressources. Donc vous allez voir un film filmé en patrouille serrée par un Alpha Jet. Donc ce sont des vraies images. Alors il n'y a pas de hublot dans la partie, dans les 100 mètres carrés au milieu du fuselage, ou sur 20 mètres de long, 5 mètres de large. On a mis de la mousse partout. Il n'y a pas de hublot. Donc vous n'avez pas du tout l'impression que l'avion est en train de cabrer. Donc on cabre jusqu'à plus de 50 degrés d'assiette, le nez vers le haut. Mais on est toujours plaqué pendant cette phase sur le plancher. Et à l'intérieur, on est en apesanteur. Parce qu'on fait tomber l'avion autour de nous en même temps que nous. Le pilote pousse sur le manche pour annuler la portance. L'ingénieur navigant équilibre la traînée aérodynamique avec la poussée des moteurs exactement. Et quand on fait la somme, il ne reste que le poids. Et quand on est soumis qu'à son poids, qu'on tombe, on est en apesanteur. Donc je voulais absolument obtenir les autorisations, et mes prédécesseurs n'y étaient jamais arrivés, pour faire voler des touristes, entre guillemets. Bon, c'était 6 000 €, c'est très cher parce qu'on vole très peu, donc les coûts fixes, on les divise par très peu de vols. On ne met que 40 personnes à la fois, sinon c'est le bazar. Et on fait une parabole martienne, une parabole lunaire et 12 paraboles en pure apesanteur. Les paraboles martiennes, c'est quand on laisse un peu de pesanteur résiduelle en gardant un peu de portance sur les ailes, un peu de force de portance aérodynamique. Et ça permet de faire des choses assez amusantes. Comme là, vous allez voir, je ne l'ai pas mis, mais en gravité martienne, vous pesez qu'un tiers de votre poids. Donc vous pouvez faire des pompes sur un bras et passer pour Monsieur Muscle, faire l'équerre sur 3 doigts. Bon, puis au-delà, pour ceux qui sont très aisés au début, pour 150 000 € ou 200 000 €, c'est atteindre l'espace pendant quelques minutes en vol suborbital. Donc c'est 10 fois moins rapide que la vitesse de la navette. Ça ne vous permet pas de tomber sans revenir sur Terre. Là, c'est juste donner l'impulsion avec une vitesse entre Mach 2 et Mach 3, 2 ou 3 fois la vitesse du son, monter à la verticale pour atteindre 100 km et tout de suite redescendre. Et là, vous avez la panoplie complète des sensations spatiales, le gros coup de pied aux fesses au décollage, le ciel noir en plein jour, la pesanteur et la vue magnifique de la Terre. Alors, je vais vous montrer une photo de Virgin Galactic d'il y a 10 ans, quand ils ont gagné le prix X sur la version 1 du Spaceship, la version précédente de celui qui s'est crashé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Vous voyez, il prie le pilote parce qu'il fait quelque chose de vraiment nouveau. C'est la toute première voile, c'est le tout premier vol. Donc imaginez-vous, le Spaceship 2, c'est le même en plus grand dans lequel il y aura 6 passagers. Vous êtes vraiment tassé très fort pendant 1 minute 30 de fonctionnement du moteur. Et là, vous ne le voyez pas bien à cause de la saccade, mais le gars est très très secoué. Beaucoup plus que nous dans la spatiale d'ailleurs américaine. Et ils ont fait ça 2 fois en moins de 15 jours. Ça leur a permis de gagner les 10 millions de $ du prix X-Prize. Bon, il y a des incidents, c'est très dur, c'est très difficile, c'est tout nouveau, mais il y a un vrai marché et d'un point de vue technique, ça relève plus de l'aéronautique que du spatial. Donc ça va voir le jour, c'est sûr. Bon, maintenant pour terminer, je voudrais vous faire écouter ce logbook du capitaine Kirk quand il faisait les missions du vaisseau Enterprise. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Notre mission, explorer des mondes étranges, rechercher la vie et avec audace aller là où on n'est jamais allé. Alors, la vie, c'est ce qu'on fait avec nos sondes interplanétaires, nos télescopes, c'est dans le spatial, c'est ce qu'on fait. On regarde s'il y a de la vie ailleurs. C'est une des questions les plus fondamentales que se pose l'espèce humaine. Mais si vous enlevez cette partie-là, vous gardez juste explorer des mondes étranges
aller avec audace là où on n'est jamais allé. C'est ce que fait tout entrepreneur qui démarre dans un nouveau business, un nouveau produit, un nouveau marché. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ça rejoint ce que disait Kennedy au départ. Donc j'ai une dernière slide qui résume un peu ce que j'ai dit. Le futur est inconnu, mais il arrive. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Le monde est devant nous, il évolue, il est en marche et il faut le prendre comme ça. L'audace, comme disait le capitaine Kirk, c'est la seule façon de sortir des sentiers battus et de progresser et d'innover. Il faut toujours avoir un plan. Nous, c'est notre checklist, c'est notre plan de vol. Mais en même temps, savoir que ce plan changera. Souvent, on aime bien avoir un plan, puis dès qu'on en sort, on se sent mal à l'aise, etc. Mais il faut se dire à l'avance. Il faut avoir un plan et être préparé intellectuellement à adapter ce plan en permanence, en fonction des aléas et de ce qui se passe. Il faut accepter les risques et tirer les leçons des échecs. C'est ce qu'ont toujours fait, en tout cas, les organisations dans le domaine spatial. Mais c'est ce qu'il faut faire dans tout ce qu'on fait. Il ne faut jamais s'effondrer suite à un échec, à un problème. Il faut toujours dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé que je n'avais pas prévu? Qu'est-ce qui était nouveau? Comment je peux compenser et après redémarrer? Et puis surtout, bien sûr, travailler en équipe, c'est-à-dire communiquer, rentrer dans une équipe en étant compétent, reconnaître ses faiblesses, oser dire aux autres, écoute, là, je ne suis pas encore au point, laisse-moi m'entraîner un peu plus. Et puis, s'accorder tous ensemble le même objectif. Et quand on réussit tout ça, eh bien, on progresse, on fait progresser la connaissance aussi, et peut-être que ça nous rend un peu plus sages. Voilà. Merci pour votre attention. Gauche. Un peu fort, celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est lequel? C'est celui-là? Ouais. Bon, est-ce que ça vous donne envie? Si je vous donne un ticket, on va dire, pas tout de suite, mais dans 2 jours, et puis je vous accompagne pour vous expliquer, vous mettre à l'aise, pour juste une petite semaine. Il y en a combien d'entre vous qui partent? Bon, c'est bien. Vous avez tous le même culot que moi, quoi. Hein. Vous savez, quand on est assis au sommet de la fusée, c'est assez impressionnant de savoir, au moment où on arrive et qu'on s'installe, je me suis surpris à me sentir vraiment serein. Parce qu'on peut se dire à l'avance, comment tu vas te sentir le jour où en vrai tu seras au sommet de la fusée? Parce qu'on en passe des heures en simulateur, qui ressemblent vraiment à la vraie fusée. Hein. C'est d'ailleurs la capsule, le cockpit dans lequel on rentre à 1G sur Terre. Une fois qu'on est dedans installé, il la bascule à 90 degrés pour être dans la même position que sur le pas de tir. Et puis en fait, au moment où on sort des quartiers de quarantaine, on va vers le pas de tir, on se sent serein parce que tout se passe bien, on se sent prêt en tant qu'équipage, on se sent prêt à faire face à tout ce qui peut nous arriver et on sait qu'on va vivre quelque chose de grand et on est content de remplir cette mission. On est content de se dire, là il y a le télescope qui nous attend et puis dans quelques jours il fonctionnera à nouveau et les 4000 équivalents plein temps scientifiques qui vivent exclusivement des données de ce télescope vont pouvoir commencer à retravailler, à réobserver l'univers, les galaxies, etc. Oui. Alors, en tout cas, le transfert, pour ce qui est applicatif, il y a 2 types d'exploration, d'activité spatiale. Il y a l'espace applicatif, l'espace qui vous sert tous les jours et de façon totalement incontournable. Vous ne vous rendez pas compte, mais si on mettait sur off tous les satellites actifs, en gros, c'est de l'ordre de 7 à 8 000 satellites dans l'espace aujourd'hui, dont seulement 10% fonctionnent. Les autres sont morts. C'est des trucs qu'on a lancés il y a 50 ans, et puis ils tournent et on peut plus rien faire avec.
Mais si on éteignait les 600 ou 700 satellites actifs qui vous servent à la météo, au GPS, à la télévision, je ne sais pas combien d'entre vous ne reçoivent leur télévision que par des antennes paraboliques qui vous servent pour l'observation de la Terre, pour ceux qui font de la gestion d'urbanisme, de l'agriculture, la gestion de cataclysmes, de ressources, etc. Et puis surtout les satellites de télécommunication pour le téléphone et les transactions financières, ce serait le chaos total très grave, instantané. On ne s'en rend pas compte, on dépend tous énormément du spatial. Donc les agences spatiales financent des développements technologiques sur ces domaines applicatifs, météo, observation de la Terre, télécom, GPS, navigation et observation de la Terre. Et dès que l'industrie est mûre, on la laisse vendre des produits directement à des clients. Et ça fait un vrai business. Ça marche. C'est-à-dire que l'espace est aujourd'hui principalement une activité privée. Dans les domaines pour lesquels on a besoin des fonds publics, qui sont surtout l'exploration du système solaire, avec des sondes de l'univers lointain, avec des télescopes habités, avec des vaisseaux spatiaux habités, ou la mise au point de nouveaux lanceurs, de nouvelles techniques de satellites, là, c'est les agences. Mais il y a une demande, en tout cas initiée par la NASA, de se polariser sur l'exploration lointaine avec les fonds publics et de laisser l'activité commerciale purement à des privés. C'est toujours l'industrie qui a fabriqué, qui a conçu et qui a fabriqué les vaisseaux spatiaux, même Apollo, c'est Boeing. Mais c'était des spécifications de l'agence spatiale. L'agence spatiale disait « je veux un vaisseau qui ressemble à ça, qui fasse telle masse, qui ait telle capacité ». Là, la NASA ne fait plus que commander un service. Transportez-moi les astronautes vers l'ISS avec tel niveau de sécurité, à tel rythme. Tant d'astronautes. Et c'est l'industrie qui va écrire ses propres besoins en spécification, qui va concevoir, qui va tester, qualifier, et même c'est son centre de contrôle privé qui va contrôler le vaisseau qui part. Alors on le fait déjà pour le transport de cargaison, de cargo, et bientôt, dans quelques années, ce sera pour les humains. Voilà. Donc il y a effectivement un transfert d'activité vers le pur commercial, et les agences se réservent ce qui est purement exploratoire, qui n'est pas à but économique de retour immédiat dans l'économie, mais ce qui est plutôt orienté vers la connaissance. Mais les technologies qu'il faut développer pour réussir ces missions d'exploration, des télescopes spatiaux, des sondes interplanétaires, ont des retombées indirectes dans l'économie qui font que ça rapporte d'un facteur au moins 3 ou 4. Vous savez que le point le plus froid absolu dans l'univers, il a été inventé par des Européens et mis dans l'espace par des Européens. Le télescope spatial Planck, qui est arrêté maintenant parce qu'il a consommé sa réserve d'hélium, pour voir l'univers le plus lointain, qui est décalé dans le rouge, pour ceux qui connaissent l'effet Doppler, il fallait un capteur qui soit plus froid que l'objet le plus froid naturel dans l'univers. Vous savez, le point le plus froid, c'est moins 273 degrés Celsius. C'est en degrés. Eh bien, au sein de Planck, c'était 0,1 degré Kelvin. Donc c'est à 0,1 degré Celsius au-dessus du zéro absolu qu'on avait fabriqué le capteur. Et il n'y a aucun objet naturel dans l'univers, même dans le milieu interstellaire, dont vous mesurez la température et qui était aussi froid que ça. Eh bien, les technologies développées pour réussir ce capteur ont servi après dans d'autres domaines de recherche fondamentale qui elles-mêmes servent dans la médecine, dans les scanners, etc. Bon, les innovations les plus courantes sont dans le domaine des matériaux. D'ailleurs, on prédit aujourd'hui que dans le quotidien, les matériaux que vous utiliserez dans votre électroménager chez vous, dans les voitures, les avions, mettons dans 20 ans, ne sont pas inventés aujourd'hui pour presque 50%. Mettre au point des matériaux à la fois plus performants en rigidité, en sécurité, en structure, en masse, en longévité, etc. C'est le spatial qui booste cette activité. Dans le domaine de la sécurité, les techniques de conception des systèmes de sécurité pour les avions, pour les trains, pour les bateaux, pour les voitures, viennent de développement du spatial.
Et je citais tout à l'heure quelque chose qui n'est pas à caractère technologique, c'est le management. La technique de gestion de grands projets qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, ce sont des techniques inventées par la NASA pour le programme Apollo. Enfin, ce sont des techniques dérivées de celles inventées à l'époque par la NASA. Depuis, il y a eu des améliorations. Mais tout ce qu'on apprend, le diagramme PERT, les techniques de revue, d'essai, etc., ça s'applique partout dans l'aéronautique et le spatial, et puis même dans le non spatial. Par exemple, le pont de Millau, le management du projet du pont de Millau est dérivé directement des techniques de management inventées par la NASA pour gérer 30 000 sous-traitants, un calendrier très serré, et des contraintes budgétaires qui n'étaient pas serrées au début, mais qui sont devenues serrées à la fin. Donc c'est à la fois dans la technologie, dans les matériaux, dans le savoir penser sécurité, dans le contrôle automatique de processus. Il y a récemment, il y a quelques années, il y a un prix d'envergure mondiale qui a été décerné à une équipe des Mureaux qui conçoit le système de pilotage de la fusée Ariane 5, qui était totalement innovant et qui sert après dans l'industrie. Moi, quand je retourne à Supaéro, où j'étais élève ingénieur aujourd'hui, il y a plusieurs techniques enseignées en termes d'automatisme qui n'existaient pas du tout à mon époque. Et moi, à mon époque, on m'enseignait le filtre de Kalman, par exemple. Et Kalman, il n'avait même pas 35 ans à l'époque, quand on l'enseignait. Il venait d'en faire sa thèse et c'était révolutionnaire dans les techniques de pilotage de précision. Et ça commençait tout juste. Et là, maintenant, il y a encore mieux que le filtre de Kalman. C'est très impressionnant. Voilà, en fait, la retombée principale, la plus importante, c'est le fait que ça élève le savoir-faire des ingénieurs, des scientifiques qui sont capables de résoudre des problèmes toujours de plus en plus compliqués. Et la retombée qui est non mesurable d'un point de vue économique, mais qui est aussi très importante, c'est que des grands programmes spatiaux, comme Apollo à l'époque, comme Hermès à une époque, dans les années 80-90, dont j'étais en plein dedans, c'est d'inspirer les jeunes pour les attirer pour les matières scientifiques. Il y a un grave déficit dans le monde en général, mais surtout en Occident, enfin aux États-Unis et en Europe, de jeunes qui choisissent les matières scientifiques pour leurs études supérieures. Mais pour ça, il faut des grands programmes attractifs, il faut des programmes sexy, il faut avoir un truc qui vous fait rêver, qui vous fait que le soir vous vous endormez en disant wow, demain je vais travailler là-dessus, c'est super, et on va y arriver. Et ceux qui viennent dans cette pépinière, c'est pour ça, c'est parce que il y a quelque chose qui les fait rêver, et ils savent qu'ils vont être pendant quelque temps dans un environnement qui va les conseiller pour pas qu'ils dérivent trop des sentiers un peu battus sur les termes de management, de gestion. C'est pas facile. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai été PDG 8 ans de Novespace. Après, l'ESA m'a dit, bon, si tu veux rester astronaute actif, il faut que tu reviennes un peu chez nous. Donc, je suis revenu à 100% à l'ESA pendant 3 ans, en restant président du conseil d'administration de Novespace. Là, je suis à nouveau détaché à temps partiel, en plus de ma fonction de président. Mais j'ai vu que gérer une entreprise sur le plan fiscal, social, connaître toutes les règles comptables, c'est vachement dur, hein. Non, je veux dire, ce que je trouve le plus compliqué de ce que j'ai rencontré dans ma vie, c'est concevoir cette fameuse feuille de route dont je vous parlais, la checklist d'un vaisseau spatial. Vous savez, l'Europe a conçu le vaisseau de ravitaillement de la Station spatiale internationale le plus performant au monde, qu'on appelle l'ATV, Automated Transfer Vehicle. Il y en a eu 5 de fabriqués. Le 5e est en orbite en ce moment, s'appelle Georges Lemaître. On le déorbite en février et il y en aura plus. Mais le savoir-faire va être utilisé pour concevoir le module de ressources du futur vaisseau d'exploration américain. La NASA a confié aux Européens le module de ressources du vaisseau Orion, qui sera le premier vaisseau à partir loin, très loin, au-delà de la Lune. En 2017-2018, la première mission qui sera automatique ira vers les points de Lagrange, qui sont plus loin que la Lune. Mais le premier vol de la capsule Orion, c'est la semaine prochaine. Le 4 décembre, on va juste faire un vol test en orbite basse. Mais
Tout ça pour dire, ce vaisseau ATV, donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je parlais de quoi? Oui, la checklist. Bon, c'est un vaisseau automatique, autonome, parce que les Russes ont déjà un vaisseau de ravitaillement automatique, mais il n'est pas autonome. Il a besoin de données que lui envoie la station. Il sait, quand il approche de la station, il sait où est la station, mais il ne sait pas comment elle est orientée. Il est obligé de demander à la station, dis-moi comment tu es orienté, pour qu'il s'oriente de la même façon, pour qu'il soit aligné quand ils se rencontrent. Parce que s'il arrive au bon endroit, mais pas aligné, ça ne marche pas. L'ATV, il a un système innovant inventé par des Français à la Soderne, là, par les senseurs stellaires, et par Airbus, par Astrium, l'ex-Airbus Space. Il arrive vers la station, il sait où elle est, et il sait comment elle est orientée par traitement d'image de la station. Et c'est très, très innovant. Il envoie des milliers de paramètres au sol. Ben, concevoir le manuel d'utilisation de ce vaisseau, comment on exploite les milliers de paramètres qui arrivent chaque seconde, comment on décide de ce qu'il faut faire selon les anomalies qu'on détecte, etc. Ben ça, c'est encore plus dur. Les ingénieurs se régalent à inventer les machines les plus complexes, et les ingénieurs les plus fanas, passionnés, sont toujours très bons pour inventer les systèmes. Mais après, quand il s'agit de l'utiliser, de décrire à l'utilisateur, voilà comment il faut l'utiliser, ben ça c'est vachement difficile. Plus un vaisseau est complexe, et plus c'est difficile d'écrire le manuel d'emploi. Oui, et manuel d'emploi incluant la gestion des modes de panne. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, sur nos 50 kilos de checklist, il y a peut-être 10 kilos de procédures si tout se passe parfaitement, normalement, nominalement, comme on dit. Et les 40 kilos, c'est que des pannes, la gestion de panne. Mais plus un vaisseau est complexe, plus on est sûr qu'il y aura des pannes. Enfin, plus il y aura de pannes. Il y aura des pannes, c'est sûr, mais plus il y en aura, et peut-être parfois un peu combinées. Et donc, voilà. Alors, sur les vols courts, on ne regarde pas trop les compatibilités de caractère. On regarde juste les compétences, et on sait que les gars et les filles seront capables de bien s'entendre parce qu'ils auront du boulot, ils seront occupés tout le temps. Mais la façon dont ça marche, c'est que quand on est affecté à une mission qui a lieu 10 mois plus tard, on est tous mis dans le même bureau. C'est un open office pour l'équipage. Un équipage donné, les 6 ou 7 membres d'équipage sont dans le même grand bureau. C'est le dernier étage d'un immeuble à Houston, au Johnson Space Center. Et c'est pour ça qu'on déménage extrêmement souvent. Quand vous êtes astronaute, vous déménagez très souvent votre bureau. Parce qu'on dit, bon, maintenant, on a besoin de ton bureau pour un autre équipage, et puis après, on va dans un autre bureau mélangé à d'autres astronautes qui ne sont pas affectés en mission. Donc déjà, on est ensemble. Dans le simulateur, on vit les crises techniques, procédurières, ensemble. Il faut qu'on s'en sorte. Et en vol, je vous dis, on a l'obsession de réussir. Et c'est le facteur qui nous unit, même s'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes personnalités, qui ne s'entendent pas forcément. J'ai connu dans mon équipage 2 personnes qui ne s'entendaient pas à un moment donné. Mais c'était transparent pour le sol. Et ça n'a jamais remis en cause le moins du monde, et c'est assez spectaculaire, le risque que la mission ne réussisse pas. Mais sur le vol de longue durée, qui dure 6 mois, on considère que c'est un paramètre très important. Donc avant de constituer un équipage de 3 personnes, c'est par groupe de 3, on regarde les personnalités, et au cours de l'entraînement, on va les envoyer dans des exercices de team building avec des tâches techniques réelles à faire dans des vrais milieux extrêmes où le risque est réel. Il y a les grands lacs froids canadiens par moins 40 degrés l'hiver. Il y a l'Utah l'été par plus 40 degrés l'été. Ça, c'est une boîte privée qui s'en occupe, qui s'appelle NOLS. N-O-L-S. Si un jour vous voulez envoyer vos cadres, National Outdoor Leadership School. Ils sont entraînés à faire du team building. Où là, c'est de la survie, en gros. Il y a des astronautes envoyés en Antarctique, mêlés à des équipes de scientifiques pour aller chercher des météorites tous les jours. Vous savez qu'il y a des recherches de météorites avec des détecteurs de métaux. Le meilleur endroit pour trouver des météorites, c'est les déserts ou l'Antarctique. Parce que c'est uniforme, et vous ratissez, chacun a son scooter des neiges, et puis ils ratissent toute la journée avec leur détecteur de métaux. Et puis quand ils trouvent qu'il y a un truc qui a un peu une couleur verte, là c'est vraiment la pépite, parce que ça vient probablement de Mars.
C'est très rare, mais ça arrive, hein, qu'on trouve du matériau venant de Mars. Et puis, il y a des missions dans des maisons sous la mer. Il n'y en a plus qu'une qui est exploitée opérationnellement, qui s'appelle Aquarius, qui appartient à la NOAA, l'agence d'études des océans et de l'atmosphère aux États-Unis, qui a un habitat sous la mer au large de Key West, en Floride, et qui est loué par la NASA régulièrement pour envoyer un équipage qui est en saturation pendant 15 jours, et ils font des vrais travaux sous-marins. Ils sortent, ils font des prélèvements, des analyses de microscopes, etc. Donc avec ces différents exercices qui ne pardonnent pas l'erreur, qui ne sont pas les mêmes selon que ce soit le grand froid ou pour vous réchauffer, une fois ils se sont réchauffés en réglant mal la petite réchauffe sous la tente et ils ont commencé une intoxication au monoxyde de carbone. Ça s'est très bien terminé, hein. Il y en a un qui a eu les engelures. Il n'était pas très loin de devoir je dirais, perdre le bout des doigts. Donc, on n'a pas perdu d'astronaute. Aucun astronaute a perdu son aptitude au vol spatial par ces exercices, mais il y a plusieurs fois où on est assez proche. Donc voilà, c'est soumettre aux conditions réelles. Oui. Alors, je crois que tous les astronautes ont quelque part au fond d'eux-mêmes le goût de l'aventure, au sens large. Probablement un peu plus physique que l'aventure entrepreneuriale, hein, pas nécessairement. Vous avez beaucoup d'aventuriers qui n'ont jamais monté leur entreprise ou quand ils ont essayé, ça a très mal marché et ils rament toujours, quoi, hein. Mais au sens propre d'ailleurs aussi certains. Mais on a tous le goût de l'aventure, c'était connaître de nouvelles sensations et à cause des nouvelles sensations, connaître de nouvelles émotions et les partager à plusieurs. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'ai commencé j'ai tous mes brevets de plongée, j'ai fait du parachutisme sportif. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont fait du parachutisme sportif en équipe et c'est extraordinaire. Vivre ensemble la chute libre et se surveiller mutuellement quand on vérifie que l'autre est bien à son parachute, qui est bien prêt avant de sortir d'un avion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, donc pour ceux qui ont fait du parachutisme, quand vous voyez la première fois quelqu'un devant vous qui se jette par la porte ouverte de l'avion et vous le voyez tomber, ça fait drôle, hein. Mais voilà, je suis aussi pilote privé. Ma motivation, je pense, elle était multiple. C'était l'aspect aventurier de ce genre de job. C'est parce que je suis quand même très curieux sur le plan technique et scientifique. Et il y a quelque chose de grandiose. C'est faire quelque chose qui n'avait jamais et qui servent la science, qui servent la société, qui servent mon pays, mon agence. Mais la façon dont ça s'est passé, c'est que j'ai toujours été très fanat de tout ce qui est télécommandé. Voiture télécommandée, avion télécommandé. Je ne sais pas si vous avez chez vous le petit drone maintenant pour 30 €. Vous trouvez le petit drone quadruptère qui peut se piloter chez soi, très stable. C'est super rigolo tout ce qu'on peut faire avec ça. Et donc, quand j'ai commencé à faire mes études d'ingénieur, je m'étais dit, je veux travailler à la télécommande de vaisseaux spatiaux qu'on envoie très loin étudier le système solaire. C'est ça qui me bottait. Et ma première mission, d'ailleurs, quand je suis sorti de PAERO à 25 ans, c'était la sonde Vega, une sonde franco-russe censée étudier la comète de Halley et la planète Vénus. Et pour moi, des humains sur Terre qui télécommandent et qui reçoivent des données de vaisseaux qui partent à des milliards de kilomètres, ça me bottait vraiment terriblement. J'avais envie de bosser là-dessus. Et en rentrant au CNES, j'avais 24 ans et demi, je me suis dit, dès qu'il y a un appel à candidat pour être astronaute, je serai candidat. Et un an plus tard, il y avait un appel à candidat. Voilà, j'ai été sélectionné à 26 ans et demi. Et je n'ai jamais quitté ce job. Voilà, il y a des astronautes qui arrêtent très tôt, et d'autres, ils restent astronautes jusqu'à l'âge de la retraite. Jean-Luc Chrétien, il a volé à 50... il a volé en 97, donc il avait 59 ans. Voilà. John Glenn, 78 ans, mais c'est comme si moi je volais en 2036. Mais entre-temps, il avait quitté son job d'astronaute, hein. Il était devenu sénateur, il avait aidé Clinton à se faire réélire. Il y avait une expérience scientifique où on voulait des astronautes âgés pour des expériences de gériatrie, là, de fonctionnement du cerveau dans des âges avancés. Et donc, on a dit que ça correspondait bien, il correspondait bien au sujet qu'on cherchait. Il y a John Young qui râlait parce que John Young avait plus de 67, il avait 68 ans ou 67 ans.
et 68 ans, il disait, bon, votre critère, c'est d'avoir plus de 66 ans, et moi, ça fait 2 ans que je les ai passés, et je suis toujours actif. Et John Young, à 70 ans, je volais avec lui en T38, et je m'entraînais en simulateur avec lui. Il volait plus sur la navette, mais il était encore très actif. Oui. Pour moi, la chose la plus importante, si je cherchais à être entrepreneur, c'est constituer une équipe. C'est-à-dire trouver les personnes avec qui je m'entends bien, qui partagent la même passion, la même envie de réussir. Et je sais qu'avec eux, j'aurai les mêmes joies, je partagerai les mêmes joies, je partagerai les mêmes tristesses. Et on ira faire des barbecues ensemble le week-end quand ça marchera. C'est plus l'aventure humaine que la finalité finalement du produit qu'on vendra ou qu'on réussira à faire marcher, mais qui sera très important. Parce que pour pouvoir partager la joie de réussir, il faut que le produit sur lequel on travaille, que ce soit un produit logiciel, technologique ou artistique, ou je ne sais pas, il faut qu'il marche. Hein, il faut qu'on ait un objectif. Constituer une équipe n'est pas un objectif en soi, mais c'est pour le fait que ce sera en équipe, à plusieurs, qu'on réussira, que j'aimerais créer une entreprise. Et à Novespace, j'ai une chance énorme. Quand je suis arrivé, il y avait 3 ingénieurs et une comptable, une secrétaire. Pendant la période où j'ai été PDG, on est monté à 10. Donc j'ai pu passer des interviews et puis embaucher 4 garçons et 2 femmes, dont une était en CDD. Et on est maintenant 10, une dizaine. Et c'est un régal. Tout le monde, ça se passe vachement bien, quoi. Parce que quand on fait nos vols scientifiques, les campagnes sur l'avion, nos campagnes de vol parabolique, c'est comme une campagne de lancement de fusée en modèle réduit. C'est-à-dire que 6 mois à l'avance, une agence spatiale allemande, par exemple, nous dit Novespace, voilà la liste des 15 expériences qu'on a sélectionnées qui méritent de faire leur recherche en apesanteur parce que leur proposition d'expérience est très méritante. Voilà la liste, voilà le nom des points de contact. On vous confie tout et dans 6 mois, on veut que ça vole. Donc le travail de Novespace, c'est avant tout un travail d'expertise, d'ingénierie auprès des scientifiques dans leur laboratoire pour leur expliquer comment adapter leur expérience à quelque chose qui est acceptable dans un avion. Et le jour J où ils arrivent à Bordeaux, pendant 15 jours, on ne compte pas les heures. Il faut que le jour du décollage, toutes les expériences soient montées dans l'avion et fonctionnent. Donc c'est un vrai travail de campagne où c'est comme une fourmilière dans nos locaux, dans nos ateliers. Où vous avez des scientifiques qui montent des usines à gaz. Et alors il y a de la chimie, il y a des expériences de poussière interstellaire, de la physique des plasmas, il y a des expériences d'horloge atomique, d'atomes froids, il y a des expériences de physique des fluides, des matériaux, de combustion. Et tout ça va voler ensemble. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé de voir 2 scientifiques dans des domaines totalement différents qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu les vols paraboliques, en s'écoutant l'un l'autre présenter leur expérience, parce qu'on leur demande de se présenter mutuellement ce qu'ils font. Ah tiens, ce que tu as dit, ça m'intéresse, je viens de penser, on a une idée. Et ça engendre une nouvelle idée, une nouvelle expérience, de nouveaux résultats, et qui ont produit des articles dans des revues scientifiques vraiment innovants. Mais derrière, c'est l'équipe. Et il se trouve qu'à Novespace, aucun des collaborateurs n'est malade dans l'avion. Si j'étais tombé sur un collaborateur qui vomit tout de suite, c'est dommage. Mais bon, moi personnellement, je prends un médicament à chaque fois en vol parabolique. Parce que je ne veux pas prendre de risques. Je prends la scopolamine, ça marche très bien. Et puis dès le départ, j'ai instauré, donc il y a 8 ans, mais c'était en 2005, 1 ou 2 team building par an. C'est-à-dire 1 ou 2 fois par an, on prend un vendredi collé à un week-end. Le vendredi, donc la moitié du temps, on fait le bilan, tout ce qui va pas, tout ce qu'on peut améliorer. Chacun en écoute active. Hein. Chacun étale spontanément, honnêtement, franchement, ce qui va pas. Éventuellement même les relations. Oui, entre Paris et Bordeaux, on a l'impression que vous nous cachez des choses, parce qu'on ne fait pas cette téléconférence, des choses comme ça. Et puis l'autre moitié du temps, c'est des exercices, des challenges qui n'ont rien à voir avec le boulot,
Une fois, par exemple, je les ai amenés au Futuroscope et j'avais négocié avec le Futuroscope d'avoir une sorte de parcours de jeu de piste avec des questionnaires, puis où il fallait poser des questions, il fallait comprendre comment fonctionnent certaines attractions, etc. Et puis un repas gastronomique. Et puis le week-end, on fait venir les familles. Et puis là, on fait des choses ensemble, tous ensemble, avec les conjoints, avec les enfants. Et ça permet de bien se connaître en dehors du boulot. Ça fait qu'un collègue, c'est pas juste le collègue du bureau. Et en dehors du bureau, on ne sait plus du tout qui il est, qu'est-ce qu'il aime faire, quels sont ses hobbies, etc. Et ça me plaît bien. Voilà. Ce qui me plaît dans l'entreprise, c'est d'abord l'aspect humain. C'est quand il y a la cohérence des individus, des passions, des envies de réussir, et que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et c'est pas facile, hein. Plus on accroît la taille de l'équipe, et plus vous pouvez avoir des éléments qui finalement ne savaient pas au départ, mais c'est en cours de route qu'ils se rendent compte que c'est pas vraiment leur place, et il faut trouver comment repositionner la personne ou les personnes ou réaffecter les tâches. Excusez pour mes réponses longues, mais je vais essayer d'être plus court si on a encore un peu de temps. Je ne sais pas combien de temps. Nous, on a 5-10 minutes, c'est ça? Bon, mais cela dit, juste pour terminer, c'est quand même important qu'à la fin, le produit marche, hein. Mais c'est ça qui contribue aussi au fait qu'on est content de travailler ensemble. Alors, la station spatiale 400 km, la plus haute altitude, c'est Hubble. Il n'y a pas de mission habitée plus haute que Hubble, sauf ceux qui sont allés sur la Lune il y a 40 ans.
Ça peut être très simple d'ailleurs, hein. Je vais vous montrer juste une petite anecdote. Dans l'espace, dans la navette spatiale, l'échelle de temps principale qu'on utilise s'appelle Mission Elapsed Time. Temps écoulé depuis le début de la mission, qui est l'instant zéro, c'est l'instant de décollage, qui est très connu à l'avance. C'est comme un timer, si vous voulez. Et ça compte en jours, heures, minutes, secondes, avant et après. Et il n'y a aucune montre qui permettait d'avoir spontanément cette fonction facilement. Omega avait une montre qui s'appelait la X33, mais il fallait la programmer comme un timer, qui est complètement idiot. C'est-à-dire qu'il fallait se dire, bon, dans 1 minute, il restera exactement 10 heures avant le décollage, compte tenu, parce qu'on calcule l'heure de décollage, qui est souvent tordu à la seconde près, et puis on calcule, compte tenu de l'heure de décollage, il restera exactement 10 heures dans 1 minute 30 secondes. Donc, on prépare moins 0 jours, 10 heures, 0 minutes, 0 secondes. Et quand ce que j'ai rentré correspond à la réalité, je lui dis démarre. Moi, je disais ce que je voulais, c'est une montre dans laquelle je rentre l'heure du T0. Et la montre, comme elle sait quelle heure il est, parce que c'est quand même sa fonction principale, spontanément, elle ferait la soustraction et elle m'afficherait sans que j'ai à calculer et à guetter, jour, heure, minute, seconde, jusqu'à ou écoulé depuis. Donc j'ai écrit comme ça un petit livret d'une quinzaine de pages sur les spécifications de la montre idéale pour le vol spatial, dont cette fonction était la fonction totalement nouvelle. Le reste, c'est des améliorations ergonomiques. J'ai fait déposer un brevet via l'ESA. Et puis Omega est venu vers moi il y a 2 ans et demi en disant « On a envie de faire votre montre ». Et vendredi dernier, on a signé l'accord de licence entre l'Agence spatiale européenne et Omega pour faire la montre. Alors j'ai commencé à travailler avec eux il y a 2 ans et j'ai ici un des premiers modèles de série qui s'appelle la Skywalker. C'est la Speedmaster Skywalker X33. Si vous voyez un jour une Skywalker, ben voilà, c'est l'invention de Jean-François Clairvoy sur le... Mais c'est vrai que j'ai fait une minute de pub aussi parce que concerne votre venue, le cocktail qui va suivre, vous êtes tous conviés, et le prix, c'est effectivement une opération qui bénéficie du soutien du Grand Narbonne. Et effectivement, il faut toujours pareil, le nerf de la guerre, il faut du financement pour ça les bonnes opérations. Donc c'est un point quand même à souligner qui est important. Oui, donc merci aussi au Grand Narbonne. Hein, ça, c'est très important d'avoir les soutiens. Alors, il y a plusieurs régions qui essaient de développer ce genre de pépinière. J'en connais aussi à Toulouse. Et quand on va écouter les jeunes dans ces pépinières, c'est incroyable les idées qu'ils ont. Hein. J'en ai vu un qui avait inventé un pistolet à faire des mesures 3D de n'importe quel objet, juste en envoyant des points, en projetant des points, en prenant la photo et en faisant du traitement d'image avec 2-3 photos. Il vous donnait le fichier 3D à très très haute résolution qui va directement dans une imprimante 3D et vous avez la reconstitution exacte. Mais des trucs comme ça, bon, c'est toujours une question d'idée. Voilà, il faut avoir l'idée et puis après, il faut oser aller la présenter et venir vous rencontrer ici, par exemple, et concourir.